bienvenue pour notre rubrique hebdomadaire La Page à la plage. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Charlotte Hellman pour son premier livre, Glisser mortel, qui n'est autre que l'histoire de son illustre arrière-grand-père Paul Signac. Alors Charlotte, on a grand plaisir effectivement à vous recevoir. Paul Signac est un nom ô combien chéri des Tropéziens, qui est aujourd'hui honoré au musée de l'Annonciade pour l'exposition de la Croix Signac. Et ce soir, vous allez nous présenter votre livre. Oui, je vais essayer en tout cas de raconter cette histoire qui est peu commune. Je pense que Signac est une figure tropézienne à cause de l'histoire qui le lie à Saint-Tropez et à sa peinture qui a tellement représenté Saint-Tropez. Mais peut-être qu'on connaît moins sa vie privée, qui est assez romanesque et que j'ai essayé de raconter dans ce livre. Alors d'abord, éclairez-nous sur ce titre, Glisser mortel. Oui, alors j'ai bien conscience que c'est un titre un peu énigmatique. C'est la fin d'un poème du XVIIe siècle, d'un poète qui s'appelle Pierre Charleroi et qui qui parle des gens qui marchent sur la glace, des patineurs sur la glace. En disant qu'ils doivent glisser, ça se termine par glisser mortel, n'appuyez pas. Si on appuie trop fort sur la glace, on la brise. Et donc c'est un poème que j'ai souvent entendu dire dans ma famille et qui, je trouve, résume assez bien la vie de Paul Signac dans la mesure où c'est quelqu'un qui a beaucoup glissé dans des situations extrêmement périlleuses et qu'il a réussi, en glissant, à accommoder la vie à la manière dont il le souhaitait, ce qui était pas facile. Alors effectivement, c'est un homme qui n'aimait pas les conflits, que ce soit familiaux ou politiques. C'est un homme qui a donc effectivement préconisé de ne pas appuyer et de laisser les choses finalement s'inscrire dans le temps avec, j'allais dire, une certaine bonhomie, avec une philosophie assez simple. Il voulait réunir tout le monde. Alors l'histoire, finalement, Charlotte, c'est un peu l'histoire de la femme d'à côté. Donc ce Paul Signac rencontre sa femme très jeune, Berthe. Ils vivent 9 ans sans être mariés. Ils se marient. Ils ont une union, je crois, qui dure 28 ans. Mais entre-temps, patatras, ils croisent une très belle femme dans l'escalier, Jeanne. Voilà, il va croiser. Donc Berthe, c'est la femme de la jeunesse, c'est la muse de la jeunesse, c'est le scénario classique. Et puis un peu dans l'âge mûr, il va tomber amoureux de sa voisine de palier à Paris, une femme absolument charmante et très séductrice, qui est elle-même déjà mère de 3 enfants. Et artiste. Et artiste aussi. Donc il y a une complicité évidemment entre les deux artistes. Il va y avoir amour entre eux et un jour, cette femme, c'est bien elle, hein, c'est pas lui, elle saute le pas, elle quitte son mari et ses 3 enfants pour une vie d'aventure avec Signac. Et finalement, c'est elle qui déclenche ce mouvement, cette machine infernale qui va faire que lui aussi, il va suivre le mouvement, il va quitter sa femme et il va vivre une vie de bohème beaucoup plus périlleuse que celle qu'il avait. Il avait une vie très tranquille, très bourgeoise. C'était un homme plutôt fortuné et tout d'un coup, il va changer de vie. Et puis, le scoop, à 50 ans, il va devenir père. Lui qui n'avait jamais eu d'enfant, cette jeune femme, Jeanne, qui a déjà 3 enfants, va en avoir un 4e avec lui, un enfant né hors mariage, ma grand-mère donc. Et Ginette, voilà, c'est un prénom Curieux. Prénom curieux. Inspiré de Alors au départ inspiré de Stendhal, parce que Signac est un grand stendhalien, il adore Stendhal. Et la Sainte Sévérina s'appelle Gina. Enfin, on a tous oublié ça, mais lui, manifestement pas. Mais ça devient très vite Ginette. Alors ça fait moins Stendhal tout d'un coup. Ginette, ça fait un peu plus mes mères. Mais voilà, je pense que Ginette était un prénom à la mode dans les années quand elle est née en 1913. Hein. Et cet enfant illégitime va grandir donc avec une maman et un père et une autre entre sa mère et l'autre femme, la première femme, chez qui Signac va très vite l'emmener. Dès qu'elle est un nourrisson, il va transbahuder cet enfant d'une mère à l'autre, si j'ose dire, pour qu'elle s'habitue et surtout pour habituer sa première femme à l'idée que peut-être un jour elle va adopter cet enfant, puisqu'il ne l'a jamais quitté. Donc il faut bien qu'il trouve une solution. Hein. Oui, c'est une sorte de Jules Jim au masculin, pour le coup, puisque c'est un homme entre 2 femmes, et c'est surtout un artiste dont effectivement la succession compte, la transmission, etc. Alors j'ai envie de vous lire quelques pages de ce très joli livre, très élégant, très vrai, très sincère aussi. Je dois dire, Charlotte, ce qui nous a frappé dans la lecture de cet ouvrage, c'est qu'on est un peu dans un work in progress de votre récit, c'est-à-dire on suit vos pas dans l'épaisseur de l'histoire familiale, on suit votre
notre émerveillement à la découverte des lettres, des enregistrements audio aussi. On suit vos angoisses ou vos interrogations sur des chapitres un peu particuliers ou un peu impressionnants, comme d'ailleurs le chapitre lié à Saint-Tropez. Alors je vais lire les premières pages pour vous donner envie de rejoindre Charlotte ce soir dans les murs du musée de l'Annonciade, où elle nous présentera son livre en compagnie de Séverine Berger. Je suis issue d'une triple histoire d'amour. Démarrer là-dessus, ça peut paraître un peu ingénu, presque bêta. Et pourtant, je ne vois pas d'autre moyen d'expliquer ma filiation. Il y a 2 femmes, Berthe, Jeanne, un homme, Paul, et puis leur enfant à tous les 3. Chaque fois que je le raconte, mon interlocuteur m'arrête. Non, attends, comment est-ce possible? Il faut que tu l'écrives. Longtemps, j'ai joué avec cette idée, reporté ce projet, sans en éprouver l'urgence. Est-ce parce qu'il s'agit, au centre de l'histoire, du peintre Paul Signac? Voilà les premières pages. Alors effectivement, est-ce que le fait que l'homme soit célèbre a engagé, j'allais dire, a engagé un voile de pudeur au départ? Est-ce que c'est un monument? Est-ce que c'est un intouchable? Vous qui avez grandi dans sa maison depuis votre plus jeune âge, je précise, la Une, qui est une très jolie maison sur les hauteurs de Saint-Tropez, de laquelle il peignait. Oui, c'est vrai, j'étais intimidée, très franchement intimidée parce que d'abord je ne suis pas historienne d'art, que dans ma famille il y avait des peintres et des historiens d'art et que c'est pas mon cas. Donc il a fallu me mettre là-dedans un peu en autodidacte et puis que tout d'un coup j'ai attrapé Signac par un autre biais. Et que je me suis dit, j'étais intimidée tout simplement et j'y suis allée comme ça progressivement. Et c'est vrai que j'ai eu plus de mal peut-être que si j'avais raconté une histoire, un roman, ce dont je suis bien incapable d'ailleurs, parce que j'ai pas d'imagination, mais en tout cas voilà, j'ai essayé de l'attraper comme ça de biais. Par la mémoire, familiale, la mémoire, parce qu'on m'avait raconté, il y avait plusieurs mémoires qui se superposaient. Il y avait d'abord toutes les traces que j'avais, les lettres, la correspondance, et puis j'avais ce qu'on m'en avait raconté aussi, et puis ce que me racontaient les gens, les versions différentes des uns et des autres. Donc il fallait faire un petit patchwork de tout ça et arriver à dénouer, à comprendre ce qui s'était vraiment passé. Alors il est donc arrivé en 1892. D'abord il a une maison, je crois, au Canou-Biais qui s'appelait la Ramade, me semble-t-il. Oui. Alors c'est pas au Canou-Biais, c'est juste en dessous en fait, au Granier, qui était une maison un peu plus bas, qui est toujours là, mais qui a été considérablement agrandie, qui a été ensuite celle de Thierry Leluron et puis maintenant je crois de Bernard Lagarde. Et une maison qui était un tout petit cabanon et que petit à petit les propriétaires successifs ont agrandi. Il était enchanté de cette maison mais il pouvait pas l'acheter, donc il a acheté la maison au-dessus. La une, qui était une maison assez simple et qu'il a lui-même agrandi et fait. Il s'est fait construire un atelier. Alors pourquoi la Une ? Parce que la Une, c'est le nom du haut du mât du bateau, d'où on voit l'horizon. Et c'est vrai qu'à l'époque, à la Une, donc dans cette maison, on voyait à 360 degrés la mer. Il y avait beaucoup moins de végétation. Et il avait une vue panoramique sur la mer. Alors c'est vrai que pour cet homme, Signac, Saint-Tropez est un déclic, une source d'inspiration folle. C'est un homme, il faut le préciser, qui est très bien dans sa peau. Pour un artiste, il semble assez heureux. Il est à la fois sportif, il fait 6 à 7 heures de marche par jour, ou alors il comprend pas pourquoi. Il est donc un amoureux, il est un homme épanoui, il est soutenu, il a été aimé par sa mère, il est aimé par sa femme, voire par ses femmes. Enfin, c'est un homme qui finalement ne semble pas avoir de faille ou de brèche. Non, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est très vivant, très sportif, très heureux et la lumière du midi pour lui va être un énorme déclic. C'est un homme qui a surtout peint en Bretagne et en Normandie. Il est venu une fois à Cassis et en Arles, il a été ébloui par la beauté des lieux et puis quand il s'installe à Saint-Tropez, alors là vraiment ça va être des années qui vont compter double dans sa création où il va être extrêmement séduit par la lumière du midi, par les couleurs qui vont vraiment conforter toute sa théorie des couleurs qu'il a essayé de théoriser et que d'ailleurs on trouve dans cette exposition qui est une exposition un peu savante qui montre comment est-ce que Signac a voulu aussi être dans la filiation de Delacroix au niveau des couleurs. Donc c'est vrai que Saint-Tropez, pour lui, c'est le lieu où la couleur va exploser dans sa peinture.
Alors Charlotte, vous êtes donc effectivement d'une filiation, comme vous le disiez, de femmes seules en partie, ou filles uniques, ou parfois abandonnées. Vous n'êtes pas historienne de l'art, mais vous avez été éditrice pendant de longues années pour de prestigieuses maisons. Votre mère, en revanche, était donc une femme de l'art, puisqu'elle a été cofondatrice du musée d'Orsay et présidente des musées de France. Alors comment n'avez-vous pas été dégoûtée de la peinture avec toute cette... Mais j'en ai pas du tout fait ma spécialité. Alors maintenant, je m'y mets parce que il y a les archives et puis il y a l'expertise de l'œuvre, etc. Mais c'est venu petit à petit. Non, alors ma mère justement avait une technique, je crois. Oui, c'est ça. Ma mère voulait surtout pas me saouler avec la peinture, donc elle en parlait très peu. Et elle avait une technique que je trouve pas mal et que je fais avec mes enfants, que j'applique. Dans un musée, on allait voir un musée dans une ville XY, et elle me disait on va voir 3 tableaux dans ce musée. Et donc on allait très vite dans le musée, on en choisissait 3, on les regardait bien. Et je trouve que c'est pas mal comme technique. C'est pas mal, il n'y a pas de saturation. Il n'y a pas de saturation. Alors en tous les cas, Charlotte, j'aimerais savoir finalement, à l'issue de ce livre, de cette espèce d'introspection ou d'introspection dans la vie de Paul Signac, donc effectivement aussi dans la vie de ces femmes, dans les mobiles internes finalement, qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que ça finalement est une leçon de vie, cette vie-là, une leçon de philosophie, de tolérance? Est-ce que c'est un modèle pour vous? Oui, je trouve qu'il y a effectivement énormément on parle aujourd'hui beaucoup de familles recomposées, de tolérance vis-à-vis des différentes formes d'amour, etc. Et je crois qu'il était quand même très en avance sur son temps, cet homme, parce qu'il a quand même réussi à faire accepter à sa première femme, tout en la protégeant, d'adopter l'enfant qu'il avait eu avec l'autre. Et puis moi, je trouve que celle qui a fait le plus gros effort, c'est quand même l'autre, parce qu'elle est partie pour Jeanne, pour zéro sécurité. Elle a divorcé, ce qui quand même a fait un scandale absolument épouvantable. Je suis allée consulter les dossiers de police aux archives de la ville de Paris, c'était quand même pas... Alors il y avait des divorces, il y en avait, mais c'était quand même un sacré événement dans une vie. Et cette femme qui est restée avec cet homme pendant 25 ans sans aucune garantie. Et il a finalement fait accepter cette famille recomposée dans son milieu qui était un milieu artistique, mais aussi un milieu un peu officiel, un peu bourgeois. C'était pas facile. Et je pense que c'est effectivement une leçon de tolérance puisqu'il a réussi malgré tout ce tour de force, et qu'à la fin, c'est ça qui, je vais peut-être pas le dévoiler, mais peut-être pas. Enfin. Mais en tout cas, il y a une forme de happy ending un peu inattendue. Voilà. Alors, il faut dire aussi, petit détail, que cet homme était un précurseur, puisque j'ai cru comprendre qu'il avait été le second permis de conduire du Var en 1900. C'est-à-dire décidément un homme prêt à tout, enfin pas prêt à tout, précurseur en tous les cas. Oui. Alors il arrive et tout de suite il veut passer le permis de conduire. Alors c'est assez drôle parce que quand même il écrit à un de ses amis, il lui dit venez avec moi à Marseille, je vous emmène en voiture pour que j'aille passer mon permis. Donc bon, il prend sa voiture pour aller passer son permis. Manifestement, il suffisait déjà on conduisait. Oui. Et puis à l'époque, les randonnées en voiture c'était un sacré truc. Il fallait renchaîner, il fallait mettre de l'eau de l'eau de sel pour empêcher que ça chauffe de trop. Il fallait vérifier les moteurs. Donc il y a effectivement beaucoup d'intérêt pour la voiture, pour tout ce qui est vitesse en fait. Je pense qu'il aurait aimé le ski. La voiture, la voile, le vélo, tout ce qui va finalement vite. La glisse, comme vous le dites. Glisse, voilà. Bon Charlotte, en tous les cas, donc vous me disiez depuis votre enfance dans cette maison. Comment se passent vos étés? Très simplement, je jardine, je vais nager. Pas énormément, pas de choses extravagantes. Donc les murs de la Une sont encore pleins des œuvres de Signac? Quelques-unes, mais d'abord il faut savoir que Signac a beaucoup eu de succès de son vivant, donc il a énormément vendu à des particuliers, à des marchands, à des amis, donc son œuvre est très dispersée. Où est la femme à l'ombrelle par exemple? La femme à l'ombrelle est au musée d'Orsay. Alors ça c'est un don de ma grand-mère. Voilà. Et puis au musée de l'Annonciade, il y a des œuvres importantes aussi, l'orage, le pain parasol. Absolument. Voilà. En tous les cas, on vous invite donc dès ce soir à retrouver Charlotte pour poursuivre cette conversation, pour découvrir aussi la superbe exposition co-organisée par Séverine Berger et Grégoire Allais, qui se déroule tout l'été, enfin que vous pourrez voir tout l'été dans les murs frais de l'Annonciade, de la Croix Signac, avec une mention spéciale pour la gamme chromatique de Signac.
Signac qui a essayé de montrer à quel point Delacroix avait été précurseur dans sa propre théorie à lui, la théorie qu'il a élaborée avec Seurat, du néo-impressionnisme, qui est cette idée que par petites touches, on arrive à avoir la couleur plus pure que si elle se mélangeait sur la palette. Et il est persuadé, et il veut absolument le démontrer, que c'est Delacroix le premier qui a été le premier à donner la primauté aux couleurs, en gros. Très bien. Donc tout ça est à découvrir, y compris évidemment le journal de Delacroix, des œuvres magnifiques qui se répondent, qui se croisent et qui effectivement rendent ce petit musée de l'Annonciade toujours très agréable à découvrir en plein été, dans la fraîcheur, loin de la foule. Charlotte, merci beaucoup et donc à ce soir.